Donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Moi, je propose qu'on commence. Et donc, je vais vous présenter dans un premier temps. Très bien. Donc, nous avons la chance donc, de recevoir aujourd'hui Nicolas Guyot, qui est enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne. Et il est également membre de l'unité mixte de recherche CLLE. Je ne sais pas si ça se prononce en un seul mot ou pas. Ses intérêts scientifiques couvrent 4 domaines de recherche. Donc, tout d'abord, la syntaxe et la sémantique au travers de l'étude des dépendances syntaxiques à distance, donc, et de la quantification ou de la négation. Son deuxième axe, c'est la comparaison de la syntaxe et de la sémantique des grammaires formelles. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il va venir nous parler, enfin, qu'il nous parle aujourd'hui. Donc, la comparaison de la syntaxe et de la sémantique des grammaires formelles, que celle-ci soit issue de l'approche générativiste, catégorielle, ou ce qu'on appelle les syntaxes dynamiques ou sémantiques dynamiques. Son troisième axe de recherche porte sur les aspects cognitifs liés aux phénomènes linguistiques tels que le déplacement, l'anaphore, l'ellipse. Et enfin, Nicolas Guyot s'intéresse à la comparaison et à la micro-variation entre un ensemble de langues, les langues celtiques, sémitiques, certaines langues romanes et germaniques. Voilà. Nicolas est aussi l'auteur de très nombreux articles sur ces 4 thèmes que je viens de vous énumérer. Et si je ne me trompe pas, il est en train de terminer donc un livre pour John Benjamins intitulé Est-il fini, Nicolas? Pas du tout. Pas du tout. Il y Est-ce en que a, je... il y en a un autre qui est fini. Ah, bah alors je te laisse donner son titre que j'ai Voilà. pas. Alors, il y en a un qui est terminé et qui est en cours qui est sous presse, donc ce sera pour 2023, qui concerne les enjeux théoriques en syntaxe, donc qui est plutôt une continuité liée à mon habilitation à diriger les recherches. Et par contre, le projet sur John Benjamin est en stand-by parce que je n'ai pas eu le temps de faire les deux de front, donc ce sera pour Oui. plus tard celui-ci. Et celui qui va paraître, quel sera son titre, hein? Tu le connais Alors, bien? c'est enjeux théoriques en syntaxe, D'accord. interface, cognition et linéarité. Et après, ça concerne plus spécifiquement des cas de coordination, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut traiter de la coordination et notamment de tous les cas que j'appellerais des cas de coordination non canoniques. Donc, je vais assez peu en parler aujourd'hui, mais en fait, Mm. j'aurais pu illustrer tous les problèmes théoriques et même de modèles à partir de ce problème empirique de départ. Mais je vais assez peu le faire, mais je vais plutôt l'illustrer avec d'autres exemples, D'accord. mais c'était Et, lié. et l'éditeur, tu peux Ce nous... sera c'est aux presses universitaires de Rennes. C'est au D'accord. pur. C'est plus facile à trouver quand on connaît l'éditeur aussi. Voilà, c'est sûr. Et que je te remercie beaucoup d'avoir accepté parce que faut dire que d'arriver à trouver un spécialiste qui est capable de couvrir ce domaine, c'est pas évident. Donc vraiment, un grand merci d'être parmi nous. Bien, de rien et merci de m'avoir proposé d'intervenir dans ce séminaire. C'est vrai que pour moi, c'est des expériences un peu nouvelles parce que je ne suis pas un spécialiste en épistémologie ou histoire des idées linguistiques. En fait, ça s'est développé au cours de mon HDR où en fait on fait un peu un retour et on fait un pas de côté pour essayer de voir un peu comment a évolué notre discipline. Et moi, ma discipline de prédilection, c'est évidemment la syntaxe. Je suis avant tout théoricien en syntaxe et ça m'a vraiment obligé à me poser des questions vraiment théoriques et même d'organisation d'un modèle, d'une architecture de la grammaire. Et finalement, je me rends compte qu'il y a pas mal de questions encore très ouvertes et des débats que moi personnellement je trouve passionnants. Et je vais essayer justement de vous les présenter justement parce que c'était une bonne manière d'illustrer l'évolution de la grammaire générative à travers finalement des questions même très concrètes que j'avais abordées dans mon habilitation. Alors, je vais partager mon support. Je vous propose de couper au moins vos micros pendant que Nicolas parle parce que ça nous assure une meilleure qualité. Et Alors de... après, je ne sais pas si vous souhaitez me poser des questions au fur et à mesure de la présentation, moi j'ai aucun problème, au contraire, surtout si c'est des questions de clarification. Je ne sais pas comment vous fonctionnez habituellement, On mais demande à l'intervenant qu'est-ce qu'il préfère,
Est-ce qu'il préfère en cours de route? Est-ce qu'il préfère à la fin? Alors moi j'aime bien en cours de route, c'est-à-dire que D'accord. surtout si c'est vraiment un problème particulier lié à une diapo, c'est à la limite plus simple. Par contre, c'est vrai que si c'est des questions plus générales, on peut les garder pour la fin éventuellement. Alors à ce moment-là, pour que Nicolas puisse repérer que vous avez une question, mettez votre caméra. Comme ça, je pense que visuellement, tu vas nous voir en vignette apparaître. Alors je sais pas si je verrai tout le monde, mais sinon n'hésitez pas même à intervenir ou je sais pas s'il y a un moyen ou que quelqu'un me fasse un signe si jamais il y a vraiment une question. J'essaierai de pas aller trop vite de toute façon. Alors par contre il faut que je vois. Oui c'est bon, ça fonctionne. Je vais partager. Alors je sais pas ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez une seule diapo ou plusieurs? On en voit une et puis sur la droite, si tu veux, on voit la diapo suivante. Ouais, vous voyez la diapo suivante. Bon, je vais voir si je peux éventuellement Mais faire on en voit sorte. bien, hein, sinon, moi je trouve, Oui, non? mais enfin moi ça me dérange pas, mais pour qu'on voit encore mieux, je peux aussi réussir à partager l'écran qui doit être celui-ci. Là c'est mieux. Ah oui, là, on est en plein écran, oui. Voilà, Ouais. ça sera un peu mieux. Donc oui, je vais essayer de pas aller trop vite parce que oui, comme il y a eu le problème de connexion, il y a peut-être des personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. J'ai prévu assez long, je ne sais pas, ça sera peut-être trop long pour les 2 heures, on verra bien. Ça dépend en fait évidemment des questions que vous pourrez soulever pendant la présentation. Donc comme je disais, je suis avant tout théoricien de la syntaxe, avec aussi les quatre éléments dont a parlé Béatrice sur oui mes intérêts de recherche. Et je pense que je vais aujourd'hui pas me limiter finalement aux grammaires formelles, mais même aborder les quatre parties de mes intérêts de recherche à travers cette question qui est la question du modèle en grammaire générative, à travers, selon moi, ce qui me semble être des concepts importants qui s'intègrent dans presque tout modèle en grammaire générative et même ses évolutions. Donc, si on parle de modèles différents suivant les évolutions, parce que ça commence à dater finalement la grammaire générative. Donc, il y a eu pas mal d'évolutions. Donc je vais essayer également de comparer les concepts fondamentaux de la grammaire générative avec ceux d'autres approches pour lesquelles j'ai au moins une connaissance suffisante, on va dire. Je parlerai en particulier, comme je l'avais dit sur mon résumé, d'une comparaison possible avec tout l'héritage du structuralisme, mais aussi des modèles tels que les modèles connexionnistes, j'en parlerai un petit peu. Mon approche sera plus géographique qu'historique parce que oui, je suis vraiment pas un spécialiste sur l'émergence de telle opposition ou conflit théorique, mais plutôt à un instant T de pouvoir comparer finalement ces approches et voir sur quel point ces approches ou ces modèles sont comparables et sur quel point il y a un vrai point de rupture éventuellement. Je vais également parler de l'évolution du ou des modèles génératifs en essayant de couvrir finalement à la fois les principaux ouvrages ou contributions de Noam Chomsky, mais aussi à travers les interprétations qui en ont été faites. Ça me permettra de soulever un élément important qui est le rapport ou le lien avec la cognition sous deux angles, soit à travers les sciences cognitives, d'un côté, mais aussi les sciences formelles de l'autre, et voir finalement quelle utilisation on a pu en faire en grammaire générative depuis 1955, si on prend, on va dire, le premier ouvrage qui posait les bases du modèle génératif. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir illustrer en fait les différents concepts qui me semblent être des concepts essentiels dans le modèle génératif, à partir de phénomènes linguistiques précis, soit liés à la morphologie, au lexique, à la syntaxe, à la sémantique, et aussi au sens large à la structuration de la phrase, et j'intègre ici la prosodie également, et des questions de résolution anaphorique. Hop, le plan. Donc, comme je disais, je ne sais pas si on aura le temps de tout couvrir, mais si on peut, tant mieux.
Il y a quand même une perspective chronologique dans le sens où les derniers points sont plutôt ce que je considère être des évolutions récentes, alors du modèle génératif d'un côté, mais aussi d'autres modèles pour avoir une perspective un peu oui, émergente en fait sur les modèles en linguistique. Un peu de terminologie, ça je vais faire assez vite, car je pense que je ne participe pas à tous les séminaires liés à la notion de modèle et de théorie, mais si chacun y va de la définition de ce qu'est un modèle et de ce qu'est la théorie, ça peut être un peu répétitif, mais juste pour préciser dans quel cadre je me situe par rapport à cette présentation. Donc évidemment, je suis théoricien, donc l'idée c'est vraiment de réussir à définir les limites d'un système qui, c'est une caractérisation explicite d'un système qui lui est implicite, donc qui permet de finalement faire apparaître ce que tout locuteur d'une langue peut faire et ne fait pas à travers sa grammaire et la grammaire partagée. Et l'idée, c'est de construire une représentation abstraite de ce savoir. Donc ça, évidemment, c'est pas propre à la grammaire générative, c'est assez partagé par la communauté linguistique. Clairement, une dimension universelle et comparative. Donc, comparer les langues naturelles, c'est un des aspects de ma recherche, c'est de pouvoir comparer finalement les grammaires des langues pour pouvoir en tirer des spécificités pour chaque langue, mais à un certain niveau d'abstraction, de voir que les grammaires se ressemblent et que ceci n'est pas surprenant quand on sait que nous avons finalement une faculté mentale partagée qui s'appelle le langage. La notion de modèle, j'ai repris la définition donnée par Catherine Fuchs, à savoir une représentation simplifiée d'un processus ou d'un système qui permet d'en produire ou d'en simuler le fonctionnement dans ses propriétés jugées essentielles. Donc évidemment, là, il y a déjà un jugement, c'est de savoir ce que l'on juge être essentiel ou non dans un modèle. Et je pense que c'est une manière déjà de différencier les modèles les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on va essayer de prioriser dans notre formalisation ou modélisation. L'idée est de pouvoir calculer, expérimenter et prédire, de pouvoir finalement rendre compte que notre système puisse finalement nous rendre compte de ce qui est possible ou non dans la grammaire des langues et dans la grammaire d'une langue en particulier. Évidemment, il y a un lien clair avec le traitement automatique du langage et j'essaierai de montrer finalement en quoi le modèle génératif finalement posait un lien très clair avec le traitement automatique du langage dès ses fondements. Mais je pense qu'il en a pris une certaine distance, disons. Ça, j'essaierai de vous le montrer au fur et à mesure quand j'aurai parlé de l'évolution du modèle génératif. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut implémenter la compétence linguistique, que ceci soit fidèle ou non à la réalité cognitive ou psychologique. Donc c'est pour ça que même dans mon introduction, j'ai parlé du lien avec les sciences formelles d'un côté et les sciences cognitives, parce qu'il me semble qu'il y a toujours un lien, il y a toujours une tension entre les deux, et que finalement les modèles linguistiques que nous utilisons, auxquels nous sommes confrontés, finalement, n'utilisent pas les deux de la même manière. Alors, sur la diapositive suivante, je me suis tout simplement posé une question très simple avant de rentrer dans le cœur du problème pour ce qui est de la grammaire générative, c'est pourquoi modéliser, en insistant sur deux éléments ici, et j'ai repris, je crois que c'était son habilitation à diriger les recherches de Christian Rétoré, qui pose la question suivante: la modélisation linguistique doit-elle s'inspirer de la manière dont les êtres humains utilisent le langage, ou du moins ce que l'on en sait? Pour prendre un exemple historique, ce n'est pas en imitant les oiseaux que l'on a construit des avions. Donc je trouvais que cette remarque était tout à fait justifiée par rapport à la question de modèle, parce qu'évidemment, il peut y avoir un objectif précis qui est le traitement automatique des langues et pour lequel on ne se pose pas forcément la question de la réalité psycholinguistique du modèle que nous produisons. À savoir, l'exemple des avions est très bien, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de simuler précisément ce que fait un oiseau pour réussir à faire décoller un avion, et ça fonctionne très bien. Tel que je vois la modélisation et l'intérêt que j'y vois moi personnellement, et
en grammaire générative en particulier, c'est que la formalisation fournit un outil d'analyse et de visualisation, puisque, là encore, Christian Rotore pose l'élément suivant, sur la complexité en fait de la tâche. Il ne suffit pas de s'assurer que notre grammaire rende compte indépendamment de plusieurs phénomènes syntaxiques, il faut aussi s'assurer qu'elle en rende compte simultanément, et il faut avoir présent à l'esprit tous les exemples types que les linguistes ont répertoriés et en rendre compte. Autrement dit, on voit bien la complexité de la tâche et le besoin justement de construire un modèle, même si ce n'est qu'un programme et que c'est une ébauche, pour pouvoir finalement affronter cette question et pouvoir intégrer la complexité au fur et à mesure. Donc en ce sens, je pense que la modélisation ou la formalisation est aussi un outil d'analyse et de visualisation. Et une question qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'on veut aussi que cette formalisation ou cette modélisation soit, oui ou non, conforme, plus ou moins conforme à la réalité psycholinguistique. Et donc là, j'en parlerai plutôt dans la deuxième partie de ma présentation, c'est à savoir jusqu'à quel point on peut finalement faire un lien entre un modèle proprement linguistique en grammaire générative et une approche cognitive ou psycholinguistique. Donc là, j'essaierai de faire le lien avec des travaux actuels en psycholinguistique, des questions même qui touchent plutôt le traitement, pour montrer qu'il y a nécessairement des ponts à faire et des liens à poser même dans l'organisation du modèle. Voilà, pour répondre un peu à cette question de pourquoi modéliser avant tout. Alors, j'avais des diapos suivantes, mais je vais aller très très vite sur ces diapos-là, puisque là, c'est plutôt... l'idée, c'était d'essayer de situer la grammaire générative par rapport à d'autres modèles, pour montrer un peu toute la difficulté, mais ce qui m'intéressera le plus, c'est plutôt d'insister sur finalement les grandes lignes, les aspects importants de la grammaire générative à travers son évolution, et ensuite quelles ont été les évolutions majeures du modèle. Donc là, c'était juste pour citer tous les termes que l'on va retrouver et que vous retrouvez sans doute à travers ce séminaire assez régulièrement, puisque en termes d'approche ou de modèle ou de théorie, on peut confronter énormément de ces théories ou de ces approches. Et l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on va situer la grammaire générative par rapport au structuralisme, au fonctionnalisme, alors à la linguistique formelle de manière générale, aux grammaires d'unification, au modèle connexionniste et à la théorie de l'optimalité. Ça me semblait important dans cette présentation qu'il y ait tout de même une perspective comparative, de ne pas me limiter à la grammaire générative, mais de montrer en quoi la grammaire générative peut éventuellement se distinguer ou se rapprocher de certaines de ces autres approches. Je pense que vous le comprendrez, ma conception est justement moins catégorique que certains, c'est-à-dire que je pense qu'on peut faire des liens entre toutes ces approches, et c'est peut-être mon idée d'approche un peu plus géographique, c'est de voir que finalement, certes, on a tendance à distinguer structuralisme et grammaire générative pour plein de bonnes raisons, mais qu'il est aussi tout à fait intéressant de se poser la question du lien entre ces deux approches théoriques ou ces modèles, si on rentre un peu plus dans le détail. Alors, c'est pour ça que là, j'avais posé quelques postulats importants qui me semblent être essentiels par rapport aux différentes approches que l'on connaît. Donc, je pense que chacun d'entre vous est déjà un peu au fait de ces postulats. Ceux sur lesquels je vais insister, c'est d'essayer de comparer, puisque je ferai une comparaison notamment entre la grammaire générative et le structuralisme, ou en tout cas ce que j'appellerais plutôt l'héritage saussurien et post-saussurien. Ça me permettra finalement de comparer ces différents postulats, parmi lesquels un des plus importants pour le structuralisme, c'est la notion de système auto-structuré, et évidemment l'approche sémiotique à travers la notion de signe, alors qu'évidemment à première vue, quand on regarde certains des postulats de la grammaire générative, c'est-à-dire de poser par exemple l'existence d'une grammaire universelle qui pourrait s'appliquer à toutes les langues au-delà de toutes les instantiations, c'est-à-dire les différences dans le fonctionnement grammatical,
Euh, a priori, on pourrait penser qu'il y a énormément de différences entre ces modèles, mais j'essaierai de montrer que c'est pas, on peut aussi les comparer d'un certain point de vue. Évidemment, pour la grammaire générative, je parlerai du système formel génératif et prédictif, de la notion de règle. Tout ceci, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc, c'est juste pour garder à l'esprit que des approches ou des modèles, on en a énormément qui sont plus ou moins comparables, et que mon objectif, ce sera d'essayer de montrer les liens possibles que l'on peut faire entre la grammaire générative et le structuralisme, le fonctionnalisme, le distributionnalisme, pour ne pas forcément toujours les opposer, parce que on sait qu'il y a eu des raisons historiques, et pas uniquement historiques, mais aussi théoriques, pour les opposer, mais d'essayer plutôt de parler d'héritage, c'est-à-dire de finalement ce que fait tout générativiste aujourd'hui, en quoi finalement ce n'est pas forcément si différent de ce que pouvait faire ou ce que peut faire un fonctionnaliste, d'un certain point de vue. Alors il y en a d'autres que je cite ici, que je fais passer très rapidement, évidemment la linguistique cognitive, les grammaires d'unification et les approches connexionnistes. Là encore, ce dernier type d'approche, j'en parlerai un peu plus en détail, puisque vous voyez, même dans le plan que j'avais prévu, j'en parlerai pour faire un lien avec l'approche structuraliste. Tout ça pour dire, et j'avais oublié la théorie de l'optimalité, tout ceci pour dire que nous avons énormément d'approches et de modèles différents, et qu'on peut trouver des causes rapidement, certaines causes pour expliquer cette diversité. Et là, j'essaierai de montrer, de l'illustrer à travers la grammaire générative en particulier. Selon moi, il y a certaines causes, enfin une cause, c'est évidemment des divergences théoriques et des débats majeurs en linguistique. Donc là, c'est quand même une perspective un peu historique sur des débats linguistiques importants qui permettent d'opposer d'une certaine manière la grammaire générative par rapport à d'autres orientations ou modèles théoriques. Il me semble qu'une autre cause, ce sont évidemment les outils de modélisation ou de formalisation, de distinguer entre des approches qui seraient proprement symboliques, de savoir si on intègre les approches statistiques, donc toute la question de l'utilisation ou non des grammaires formelles. Tous ces éléments sont autant d'outils que l'on a à notre disposition pour modéliser ou formaliser, et que, évidemment, chacune des approches citées auparavant ne fait pas les mêmes choix par rapport aux outils de modélisation ou de formalisation. Enfin, un autre élément sur lequel il y a eu des débats, ce sont des choix d'ordre plutôt méthodologique sur finalement quelles sont les données que nous devons prendre en compte, autrement dit de distinguer l'approche par corpus ou par rapport à des méthodes plus inductives, mais aussi des choix d'analyse, c'est-à-dire finalement quel est le rôle de notre modèle, du modèle que nous posons en tant que linguiste. À quoi sert-il précisément? Et ça, je vais essayer de l'illustrer un peu plus en détail. Je commence par les débats pour finalement situer la grammaire générative par rapport à d'autres modèles. Bon, tout le monde connaît le débat entre inéisme par rapport à empirisme, et donc qui permet de situer, oui, la grammaire générative dans une approche inéiste, qui est liée justement aussi à cette question, plutôt à ce concept de grammaire universelle, donc qui va poser qu'en fait nous avons une forme de prédisposition génétique qui nous permet finalement d'acquérir et d'utiliser les langues du monde. De ce point de vue, là encore, chacun peut interpréter ce débat entre inéisme et empirisme à sa manière. Évidemment, de façon très caricaturale, l'idée n'est pas de dire que être inéiste, c'est poser que tout est déjà à sa place et que tout est prêt pour l'acquisition du langage et que tout est là. Évidemment, dans cette perspective-là, il y a tout de même cette phase de maturation. Je vais essayer de l'illustrer de manière concrète. C'est que, par exemple, on peut voir l'acquisition des sons par un enfant de deux manières, soit
au début, c'est-à-dire dans sa grammaire, l'enfant a autant de frontières phonologiques que de sons distincts que l'on peut percevoir. Et ensuite, il va y avoir une phase de maturation qui consiste à décider quelles sont les frontières phonologiques qui vont être pertinentes pour sa langue et quels sont ceux qui ne le sont pas. Soit on dit qu'évidemment au départ l'enfant n'a rien et il va peu à peu comprendre qu'il y a des frontières phonologiques pertinentes pour sa langue. Il y a deux façons de modéliser ce processus d'acquisition. Soit une version plus inéiste qui va poser que tout est une frontière phonologique au départ, en fait. C'est aussi une façon de voir l'inéisme, c'est de se dire qu'il n'y a pas une distinction entre pe, be, de, et ainsi de suite, mais il y a autant de distinctions phonologiques que de sons différents que l'on pourrait produire et percevoir. Et qu'ensuite, il y a un processus de maturation qui va faire que certaines frontières, finalement, vont remporter la mise dans le sens où on va plutôt même discréditer d'autres frontières comme n'étant pas pertinentes pour la langue de notre langue maternelle. Une version empiriste poserait les choses un peu différemment, c'est qu'on va peu à peu acquérir nos frontières sur la base des données qui nous sont fournies. Dans les deux cas, de toute façon, il faut bien une expérience et une expérimentation face aux données pour que finalement la grammaire adulte, entre guillemets, soit acquise. En tout cas, c'est un des débats importants, animés, disons, qu'il y a eu en linguistique et qui peut expliquer des orientations, des modèles différents, de la même manière qu'on peut avoir une approche différente du lien entre langue et pensée par rapport à langue et culture. Donc là, je reviens pas longuement sur ce fait, sur le fait que, évidemment, l'approche générative, en général, a tendance à ne pas intégrer les questions de langue et culture de façon directe dans la modélisation et dans la structuration. Ce n'est pas un élément qui est mis en avant, contrairement au lien entre langue et pensée, c'est-à-dire tout le lien avec l'approche cognitive, le lien avec un système logique, voire formel, qui est développé dans, je pense, tous les travaux en grammaire générative. Un autre débat qui dépasse la linguistique, mais qui a des conséquences, je trouve, enfin, je pense, essentielles pour les modèles en linguistique, c'est le débat issu plutôt des travaux en psychologie sur cognitivisme par rapport à behaviorisme. Et j'ai mis le connexionnisme entre parenthèses. Autrement dit, pouvons-nous accéder à nos états mentaux ou non? C'est-à-dire, est-ce que ça a énormément de conséquences sur les méthodes que nous utilisons et sur la façon dont nous voyons le modèle. Et je vais même l'illustrer par rapport à une autre question que j'ai posée et sur laquelle je vais revenir, c'est finalement quels sont nos choix d'analyse, comment est-ce que nous nous positionnons, suivant le modèle que nous choisissons, c'est-à-dire entre un modèle connexionniste par rapport à un modèle qui va être en grammaire générative, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces questions-là. Autre élément, comme je disais, qui joue un rôle, les outils de modélisation ou de formalisation. J'ai mis 3 types d'outils, des approches symboliques, et évidemment la grammaire générative se situe avant tout dans ce cadre-là. Donc des outils de représentation abstraite qui peuvent être des arbres ou des graphes, j'en parlerai, qui peuvent être des structures de traits, le recours à la sous-spécification et l'unification. Ici, j'ai cité ces éléments pour montrer que, évidemment, il n'y a pas que la grammaire générative qui soit des approches strictement symboliques, disons. On peut y inclure des approches statistiques avec toujours des représentations abstraites mais qui pourraient être pondérées statistiquement, ou on peut avoir des approches plus dynamiques où cette fois il n'y a pas forcément de représentation abstraite ou de représentation logique ou symbolique. Donc là je fais référence justement aux approches plus connexionnistes notamment. Donc voilà pour un aperçu juste très rapidement des outils de modélisation qui peuvent être très différents d'un modèle à l'autre et qui expliquent qu'on ait cette diversité de modèles en linguistique, mais pas qu'en linguistique.
Enfin, un dernier élément que je voulais soulever parce que il a souvent donné lieu à des débats. Le premier, ça concerne évidemment les méthodes utilisées et le fait qu'en grammaire générative, un des éléments qui a été mis en avant, c'est la prépondérance des jugements de grammaticalité et du rôle que l'on peut donner aux données négatives, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas grammatical, finalement. Euh, donc là, ça ne va pas forcément de soi. Certaines façons de concevoir la modélisation n'intègrent pas forcément un poids important au jugement de grammaticalité et aux données négatives. J'ai mis ici deux citations de David Hatcher pour montrer comment se situe un générativiste de manière générale. Donc c'est le début de son dernier ouvrage. Donc il dit la chose suivante: I want to begin this book by asking you to make up a sentence. It should be more than a few words long. Make one up that, say, spans at least one line on the page. Now go to your favorite search engine and put it in the sentence you've made up, in inverted commas, so that the search engine looks for an exact match. Now hit return. Quel est l'objectif de ce jeu? C'est juste de montrer qu'évidemment, c'est de partir du fait que, en tout cas pour la syntaxe, c'est tout à fait parlant, c'est qu'on ne peut pas trouver dans les corpus tous les éléments dont on aurait besoin pour nous aider à modéliser et à comprendre finalement, en l'occurrence, la langue sur laquelle on travaille, mais même le langage de manière générale. Et l'exemple le plus criant, c'est donc de prendre une première phrase, de la construire, de la chercher sur Internet pour se dire il y a bien au moins une occurrence de cette phrase que je vais pouvoir trouver facilement, et en fait de se rendre compte que toute phrase est quelque part inédite et ne se trouvera pas facilement dans un corpus. Donc c'est ce que voulait illustrer cette référence, en tout cas cette citation. Et il insiste en continuant en disant la chose suivante: It's a fascinating puzzle. Speakers end up with judgments about sentences of the languages they speak that don't depend on what they have heard as children. Donc il y a quand même cette idée qu'au-delà de l'expérience, il y a un système formel qui fait que nous avons naturellement des intuitions sur ce qui est possible ou non à partir de ce système. Donc ça, c'est un élément qui est un élément méthodologique, mais qui donne une idée de la conception du modèle en grammaire générative. Et je pense que tout générativiste souscrit en fait à ces deux citations sur le rôle que peuvent avoir les jugements de grammaticalité et les données négatives. Un autre élément qui me semble essentiel et qui est très bien discuté si vous allez voir sur le site de John Goldsmith sur Internet, je l'ai mis ici en référence et je pourrais de toute façon faire suivre le support PowerPoint ici. Il détaille très bien, notamment à partir d'un débat sur finalement les travaux de Zelig Harris et voir comment ils ont pu être interprétés par Noam Chomsky. Un débat sur les procédures d'analyse, c'est-à-dire là encore, c'est pas des choix méthodologiques, mais en fait des choix d'analyse. Qu'est-ce que nous voulons faire avec le développement d'un modèle linguistique, et en l'occurrence le modèle de la grammaire générative. Et il compare John Goldsmith, alors c'était pas lui d'ailleurs, mais c'était Harris et ensuite Noam Chomsky, compare trois possibilités et trois façons de concevoir les procédures d'analyse, qui sont ici les trois schémas que vous avez. Vous avez une première façon qui identifie finalement ce que ferait un linguiste, ce serait de comparer, de regarder finalement ce qui est produit, le corpus, et qui aurait une sorte de boîte noire, un algorithme qui permet d'en générer finalement la grammaire que nous utilisons. Autrement dit, là on est très proche d'une approche que je qualifierais de behavioriste, dans le sens où on n'a pas à se poser la question de ce qu'il y a dans cette boîte, c'est juste que nous avons les données et nous avons finalement, nous en créons à partir d'un algorithme la grammaire qui correspond. Ça, c'est une façon de concevoir le travail d'un linguiste et de modéliser finalement une grammaire. Il y a une deuxième possibilité, c'est
un autre choix qui est fait, c'est cette fois fournir un corpus, de fournir également une proposition d'un modèle et donc d'une grammaire, et de confronter les deux, une grammaire qui est construite, et de confronter les deux pour dire si finalement ma grammaire est bien compatible avec mes données. Et ça, c'est une autre approche, mais qui est qui est plus facile que la première, puisque cette fois, nous n'avons pas à nous-mêmes trouver l'algorithme, mais plutôt tout simplement d'essayer de construire une grammaire hypothétique à partir de ce que nous savons, donc avec une forme d'induction peut-être, mais qu'une fois qu'on l'a comparée au corpus, on puisse au moins voir si cette grammaire prédit correctement ou non les données de notre corpus. Et finalement, ce que dit John Goldsmith par rapport à une perspective un peu plus historique, c'est clairement dans cet axe-là que se situent les travaux de Zelig-Harris, c'est-à-dire finalement de voir si le modèle construit, la grammaire, est compatible avec les données que nous avons. Il y a une autre tendance ou une autre possibilité, et je pense que la plupart des travaux en grammaire générative se situent plutôt dans ce troisième point ici, c'est-à-dire de comparer cette fois les grammaires ou les formalisations possibles, disons, pour à terme voir si, là en l'occurrence vous voyez que vous avez G1, G2, pour voir si G1 est plus optimal que G2, c'est-à-dire qu'en fait l'idée ce serait d'essayer de voir s'il y a une façon optimale pour pouvoir modéliser les données que nous avons. Et là, je vous renvoie ici aux travaux de Goldsmith et Lax. Donc ça, c'est un ouvrage, mais il y a aussi une vidéo disponible sur Internet, sur son site, qui détaille très bien finalement comment se situe chacun des auteurs, donc aussi bien Noam Chomsky d'un côté, mais aussi Zelig-Harris par rapport à ces questions. Notamment le fait que Zelig-Harris, clairement, lui, se situe beaucoup plus dans une approche où en fait, il peut y avoir autant de grammaires différentes permettant de rendre compte d'un même corpus et tout va très bien. On n'a pas besoin d'aller plus loin, alors que l'approche générative tend à essayer de toujours favoriser une approche par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément plusieurs manières de rendre compte des faits, mais une seule. Bon, en tout cas, il est clair que l'approche générative se situe plutôt sur le deuxième, voire le troisième point, c'est-à-dire toujours ce côté, et on voit bien que la plupart des travaux en grammaire générative sont dans essayer de prédire ou non, et donc à partir de données, pouvoir falsifier une formalisation ou une grammaire pour finalement améliorer la grammaire ou proposer une autre grammaire qui soit plus compatible avec les données. Donc là, c'était sur les choix méthodologiques et de manière générale pour montrer qu'évidemment, la grammaire générative, il y a un certain nombre de concepts fondamentaux, mais aussi qu'elle s'oppose par rapport à d'autres modèles, suivant des grands débats, suivant des méthodologies adoptées en particulier. J'en arrive à ce que j'appellerais les grandes lignes, les éléments qui me semblent être des éléments fondamentaux et qui pour moi dépassent, alors c'est pas le cas de tous les points que je vais aborder, mais la plupart des points que je vais aborder ici sont des points qui valent aussi bien pour l'essor ou le début de la grammaire générative avec ses évolutions les plus tardives. D'une part, évidemment, l'idée qu'il y aurait cette grammaire universelle que l'on va plutôt interpréter comme une forme de prédisposition génétique associée à la faculté de langage. Donc, associée à cette faculté, on a déjà une forme de prédisposition qui nous permet plus facilement d'acquérir finalement toute langue. Un élément fondamental, c'est la distinction entre compétence et performance. C'est de situer la modélisation ou le modèle que l'on propose est avant tout un modèle de la compétence qui va faire abstraction de certaines contraintes de performance. Ce point me semble très important, mais j'essaierai de montrer justement dans la dernière partie de ma présentation que c'est sur ce point qu'il me semble qu'il y a des débats
passionnants et des enjeux intéressants par rapport à cette distinction entre compétences et performance. Évidemment, c'est dans le titre du modèle, un élément mis en avant, c'est le potentiel génératif, le lien avec le caractère infini du langage, ce que nous pouvons produire à partir de données finies, donc définir un système fini pour construire un langage infini, et parmi les éléments qui permettent de construire finalement cet aspect infini, il y a évidemment la récursivité, le fait qu'on puisse enchasser un élément, ou plutôt l'auto-enchassement, autrement dit qu'un syntagme prépositionnel puisse être intégré à l'intérieur d'un autre syntagme prépositionnel. Donc ça définit un potentiel génératif qui a été développé notamment pour rendre compte de la syntaxe. La syntaxe, si j'y arrive, c'est qu'évidemment, une des grandes lignes de la syntaxe, c'est que l'idée est de donner un rôle central à la syntaxe. J'ai mis autonome avec un point d'interrogation. Autrement dit, quel est le degré d'autonomie de la syntaxe? Il est clair que ça peut paraître surprenant. Je me considère générativiste et un générativiste plutôt souple. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, puisque la question se pose plutôt du degré d'autonomie de la syntaxe. Il semble qu'il y ait des éléments qui soient vraiment propres à la syntaxe, mais il y a évidemment aussi énormément d'éléments qui sont ce que j'appelle à l'interface entre la syntaxe et d'autres domaines de la linguistique. Donc parmi les éléments qui ont été mis en avant, c'est évidemment la notion de dépendance structurale, le développement de grammaire formelle pour rendre compte de du langage et de la structuration du langage, et les notions de règles, et la représentation en arbre syntaxique. Tout ça, je vais le détailler notamment à travers l'évolution, parce que par contre, la forme qu'a pu prendre la syntaxe depuis le début de la grammaire générative a quelque peu évolué, et ça, je vais montrer un peu comment. Et enfin, il s'agit évidemment d'une approche formelle, voire computationnelle. Rien de surprenant quand on sait que l'origine de la grammaire générative, c'était de développer des outils pour le traitement automatique du langage. Donc il y avait vraiment cette visée formelle initiale, même militaire, mais on sait bien aujourd'hui que ce n'est plus du tout finalement la seule orientation de la grammaire générative. Mais il est clair que c'était à l'origine à visée proprement formelle et une orientation vers le tal. N'hésitez pas, si jamais il y a des choses qui sont pas claires ou si je vais trop vite. Je continue sur quelques points qui me semblent être des postulats fondamentaux de la grammaire générative. Alors évidemment, ce n'est pas forcément un point qui était présent au tout début de la grammaire générative, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il y a une opération fondamentale qui est finalement le fait de pouvoir concaténer ou associer deux éléments pour former une unité plus grande. Finalement, la syntaxe, et en tout cas le système, le modèle, serait centré autour de cette opération fondamentale. Vous me direz, ça laisse plus grand-chose. Ça veut dire que la syntaxe, c'est juste une opération. Évidemment, on peut voir ça de façon un peu plus large, mais il est clair que c'est un élément qui est fondamental et qui a été mis en avant notamment à travers le programme minimaliste. Un autre élément qui est fondamental, c'est la notion de déplacement, alors que nous appelé move, que j'ai appelé déplacer ici, mais que l'on peut voir comme un élément qui est dérivé directement de cette première opération, puisque finalement, que serait déplacer? Ce serait simplement le fait de pouvoir concaténer un élément qui a déjà été concaténé dans la construction. Donc autrement dit, de pouvoir même faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule opération, que l'une puisse être dérivée de l'autre. Un élément majeur en termes de représentation utilisée en grammaire générative, c'est la représentation hiérarchique sous forme d'arbre, donc que j'ai représenté ici de la manière suivante. C'est l'idée que toute phrase, donc là spécifiquement pour la syntaxe, évidemment est structurée d'une certaine manière, des contraintes structurales qui permettent
de définir une hiérarchie. Et qui dit hiérarchie dit certains éléments de la grammaire qui vont dépendre de cette hiérarchie et de cette structure. Et là, un des concepts qui me semble transversal à toutes les évolutions de la grammaire générative, c'est la notion de portée syntaxique. Quelle qu'en soit la formalisation précise, là vous voyez la représentation que j'ai donnée, d'un point de vue hiérarchique, et bien sûr uniquement hiérarchique, on est en train ici de postuler que le sujet que j'ai posé ici va avoir une portée syntaxique sur le reste de la proposition. Donc on pose ici une relation qui peut se formaliser, alors que Noam Chomsky a appelé ces commandes, qu'on peut appeler comme on veut. Mais l'idée qui se cache derrière, c'est de dire que la structure joue un rôle et a une incidence même sur d'autres aspects tels que l'interprétation et ainsi de suite, c'est-à-dire le lien avec les autres domaines de la linguistique. Donc ça me semble être un concept qui n'est pas remis en question, à moins de revenir à une structure complètement plate, justement, sans hiérarchie. Mais personne n'est allé vraiment jusque-là, en grammaire générative en tout cas. Un mot de l'évolution. Alors j'ai mis du modèle ou des modèles successifs. Pour moi, c'est du modèle, mais évidemment, chacun peut y voir, vu que la formalisation est parfois très différente d'un stade à l'autre, on peut déjà y voir des modèles tout à fait différents. Mais tant que les concepts majeurs s'y retrouvent, selon moi, on est plus sur une évolution d'un même modèle. Alors évidemment, suivant toutes les publications que vous voyez s'afficher ici, et je vais essayer, je pense que j'ai utilisé chacune de ces publications à un moment donné de la présentation. Donc, The Logical Structure of Linguistic Theory jusqu'à Minimalist Program et même 3 Factors in Language Design. Il y a eu une forte évolution du modèle que je vais essayer d'illustrer à travers des éléments importants, mais j'ai essayé de mettre déjà des éléments importants puisque, comme dans toute approche linguistique, la terminologie peut paraître confuse. Parce que quand on lit les travaux en grammaire générative, on fait parfois référence à Standard Theory et après Extended Standard Theory, Phrase Structure Rules, X-bar Theory. Donc même les termes suggèrent qu'on est dans une théorie complètement différente. Donc en l'occurrence la théorie X-bar, donc que j'ai déjà illustré précédemment, mais finalement, pour moi, ces éléments ne sont pas forcément des éléments essentiels. Ils ont une raison d'être, ça s'explique, et je vais essayer de montrer en quoi sur certains points. Donc il y a eu des évolutions, mais ça ne remet pas forcément en cause certains concepts fondamentaux qui se cachent derrière. Donc, par exemple, on peut clairement voir qu'il y a eu une évolution à partir d'un modèle où il y avait ce que l'on appelle une structure profonde qui donne une représentation, on va dire, sous-jacente et qui définit plus ou moins, là je vais rester très caricatural, mais qui définit plutôt les relations sémantiques entre les éléments, et ensuite une structure de surface après un ensemble de transformations ou de déplacements qui permet cette fois de rendre compte de la forme finale de surface que l'on trouve au niveau des énoncés linguistiques. Donc, structure profonde, structure de surface, et des règles de structuration de phrases, des règles de réécriture aussi simples que S se réécrit comme NP-VP, donc sentence pour noun phrase, verb phrase. C'est la première forme du modèle génératif. On sait aujourd'hui que, évidemment, l'approche s'est énormément complexifiée pour plein de bonnes raisons. Donc, on est passé de ce modèle avec des règles de réécriture vers un modèle, alors que je détaille ici, mais ce qui est encore admis et utilisé en grammaire générative, c'est l'idée d'un modèle en Y inversé. Autrement dit, l'idée qu'on a le lexique, que finalement on construit une représentation syntaxique,
mais que cette représentation syntaxique va servir pour faire l'interface avec deux éléments, c'est l'interface conceptuelle intentionnelle et l'interface sensorimotrice, c'est-à-dire tout le lien avec les concepts, avec le sens, qui est associé généralement en grammaire générative avec ce qu'on appelle la forme logique, et tout ce qui concerne l'interface avec des aspects plutôt sensorimoteurs, qui va être lié à ce qu'on appelle la forme phonologique. On voit bien que dans l'évolution a disparu la distinction entre structure profonde et structure de surface, c'est-à-dire deux niveaux de représentation distincts, parce que c'était une notion controversée, et je vais essayer de montrer que de par l'évolution naturelle du système, on avait tout simplement de toute façon plus besoin de distinguer entre structure profonde et structure de surface. Et il y a toujours un souci d'économie, c'est pourquoi faire avec deux niveaux de représentation si on peut faire avec un seul niveau de représentation la même chose. Donc, on en arrive à on va dire la dernière version du modèle tel qu'il a été posé comme une forme d'architecture de la grammaire, qui cette fois ne parle plus forcément donc de structure profonde et de structure de surface. Le modèle en Y est encore quelque part présent, mais insiste surtout sur un élément, et ça nous vient du programme minimaliste, c'est de dire que au cœur de tout ça, de ce potentiel génératif, il y a ce qu'on appelle un système computationnel. Et que ce système computationnel, eh bien, il va permettre de nourrir la forme logique et la forme phonologique, et donc l'interface avec le système conceptuel et le système sensorimoteur. Donc on retrouve quelque part le modèle en Y, mais on donne un nom précis à ce qui permet de faire ce qu'on appelle toute la combinatoire, de pouvoir combiner les éléments, et qu'on appelle le système computationnel. Alors j'en ai donné deux formes ici. Il y a une représentation, une architecture de la grammaire telle qu'elle est présentée plus ou moins par Chomsky dans le programme minimaliste. Donc ce système computationnel pour... alors HL c'est Human Language, donc c'est le système computationnel pour le langage humain. Et j'ai mis une autre version qui est tirée de Tanya Reinhardt, qui a posé les mêmes questions, mais qui a étendu la portée du système computationnel, parce qu'une grande question qui se pose et qui n'est pas forcément claire, c'est qu'est-ce que l'on met précisément dans ce système computationnel? Et en fait, il y a deux façons de voir les choses, et je pense que là, c'est plutôt une question de comment est-ce que l'on conçoit, en l'occurrence, la syntaxe. Il y a une façon, c'est ce que j'ai mis juste en dessous, c'est on peut voir la syntaxe au sens très étroit du terme et de se dire que le système computationnel, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste de pouvoir associer deux unités du lexique, de les mettre ensemble pour construire une unité plus grande. Et ainsi de suite, de façon récursive, on peut le faire autant de fois qu'on veut pour construire des représentations finales. Mais ça nous donne alors un système computationnel qui se compose uniquement d'une opération, qui est l'opération de merge, de concaténer, et qu'en fait, on peut, à partir de là, faire tout ce qu'on veut et construire finalement les énoncés de la langue. On voit bien que Reinhardt déjà se situe à un autre niveau, puisqu'elle intègre le système computationnel, rentre directement dans des questions d'interprétation, donc le lien avec les inférences, le contexte, les concepts et ainsi de suite, et intègre par exemple clairement tout ce qui concerne le domaine de ce qu'on peut appeler de sémantique, donc aussi tout le traitement sémantique eh bien, est intégré dans ce système computationnel. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'opérations à notre disposition, mais que le niveau sémantique n'est pas exclu du système computationnel, au contraire. Donc c'est déjà une définition plus large de ce que serait le système computationnel. Et je pense qu'on peut y mettre tout autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la syntaxe au sens étroit du terme, mais tout ce qui nous permet de traiter finalement le langage humain.
Pour illustrer un peu plus précisément l'évolution, j'ai pris une illustration très simple, c'est comment a été posée la question du déplacement et les dépendances syntaxiques à distance à travers l'évolution du modèle ou les modèles successifs, si on considère que ce sont des modèles différents. Donc on est allé des règles de transformation permettant de modifier finalement l'ordre des mots, puisque ce n'est ni plus ni moins le déplacement, c'est ni plus ni moins avant tout de déplacer les éléments. Et donc une règle, là ici je l'ai illustré sur la montée de l'auxiliaire, donc en grammaire générative on pose qu'il y a un déplacement de l'auxiliaire d'une position, il peut y avoir une inversion dans certains cas, et ici on pose tout simplement une règle de transformation permettant de permuter l'ordre NP, donc non-phrase auxiliary, auxiliaire, et donc une règle de réécriture permettant de transformer finalement la séquence. Donc on est dans une forme de déplacement entre structure D, structure profonde, et structure de surface, que je n'ai pas illustré ici, mais évidemment si on a deux représentations, on a une première représentation où quand on a la phrase tu as vu qui, l'élément qui va être en position structure profonde dans la position associée à l'objet du verbe voir. Et ensuite, en structure de surface, on va légitimer un déplacement et donc le qui sera dans une position périphérique au début de la phrase, tout en haut de la structure dans ce cas. Donc, structure profonde, structure de surface, puis on trouve notamment dans l'approche de gouvernement et du liage, une autre approche du mouvement qui repose sur ce que l'on appelle la théorie des traces. Donc là, cette fois, j'ai donné une illustration très simple pour montrer qu'il y a une façon très simple de modéliser ou de formaliser ce déplacement qui consiste à associer un élément à sa position de surface, appelons-la encore comme ça, même si en fait on n'a plus besoin d'avoir une distinction entre structure profonde et structure de surface. On a un élément, quel dessin animé, qui est donc en initiale de proposition interrogative, en haut de la structure, et qui est associé à une trace, un élément, qui permet de faire le lien, autrement dit, la dépendance syntaxique à distance entre les deux positions observées. Donc ce que l'on faisait avant sous la forme de structure profonde et structure de surface peut se faire à travers la théorie des traces en posant qu'il y a un lien entre les deux positions sous la forme d'une trace, un élément que l'on pose dans la représentation. Alors, on y gagne clairement le fait qu'il n'y a plus besoin d'avoir le recours à structure profonde et structure de surface. Par contre, là où on y perd quelque chose, et qui est souvent une des critiques qui est faite auprès de la grammaire générative, c'est qu'on doit introduire des éléments qu'on considère être comme des catégories vides. C'est-à-dire que c'est un élément, la trace est un élément vide avec un indice qui permet de faire le lien entre les deux positions. C'est une façon de formaliser, ça ne remet pas en cause, et je pense qu'aucune théorie ne remet en cause la dépendance qui se crée entre les deux. Alors soit les deux positions, ou les deux éléments, à savoir le verbe, c'est-à-dire son complément d'objet direct, et la position initiale de phrase, quand il se situe dans la position interrogative. Donc ça, c'est la théorie des traces, qui a donné lieu à une autre théorie qu'on trouve toujours dans l'approche de gouvernement et de liage, qui a posé que on a toujours un lien entre ces deux positions, mais au lieu de parler de traces, on va augmenter ces traces et parler plutôt de copie, de dire qu'on a besoin de plus qu'une simple trace pour exprimer le fait que quel livre est à la fois l'élément qui correspond à l'élément qui permet de poser la question en initiale de phrase, mais est aussi l'élément qui est l'objet du verbe lire, et là en l'occurrence aussi l'objet du verbe acheter. Donc dans une phrase comme « Quel livre est-ce que Gustave a lu et Hippolyte a acheté ?», en fait on aurait bien trois instances de « quel livre », une qui correspond à la position où il est prononcé, mais aussi des copies syntaxiques abstraites, mais qui ont un rôle à jouer pour expliquer certains faits linguistiques importants. D'où le recours à la théorie du mouvement par copie cette fois.
Donc là, on est encore dans une autre façon de concevoir les dépendances syntaxiques à distance, qui n'est pas la dernière, puisque là encore, si on parle d'évolution du modèle, de façon récurrente, on trouve maintenant une autre approche des dépendances à distance qui consiste cette fois à poser que, sans doute par souci d'économie, on ne va pas poser une copie d'un élément, mais tout simplement que l'élément est dans les deux positions en même temps. Alors ça porte un nom. D'un point de vue formel, on n'est plus dans un arbre syntaxique, on est dans ce qu'on appelle un graphe, puisque cette fois, les contraintes pour obtenir en fait ces éléments ne sont plus les mêmes. En fait, contrairement aux représentations précédentes, donc si je reviens sur la précédente, un des éléments importants des arbres, c'est qu'on dit qu'ils sont automatiquement linéarisés dans le sens où la représentation obtenue nous donne également l'ordre des unités. En revanche, si on parle de graphe ici, parce que cette fois, la représentation que l'on obtient n'est plus du tout linéarisée. D'un point de vue même visuel, on peut le voir, dans le sens où rien ne nous dit ici que quel dessin animé est prononcé en haut à gauche ou en bas à droite. Autrement dit, ça a des conséquences importantes, mais ça montre à quel point le modèle a pu évoluer, puisqu'aujourd'hui, on considère la multidominance comme un outil, un moyen, une formalisation possible des dépendances syntaxiques. Alors j'en reparlerai tout à l'heure, mais en fait, ceci semble être la révolution pour certains générativistes qui restent dans le générativisme, mais en fait, il n'y a rien de révolutionnaire dans le fait de poser ce type de représentation syntaxique. Mais quoi qu'il en soit, l'idée ici, c'était de vous montrer que oui, le modèle a évolué et notamment les formalisations ont évolué, notamment ici des dépendances syntaxiques à distance. Alors je passe parce que je vois qu'il est déjà quand même 15h15, donc si je veux au moins aborder, bon ça va, vous me dites s'il faudra pas hésiter à me dire quand je dois m'arrêter pour qu'il y ait un temps de questions générales à la fin. Je sais pas jusqu'à quelle heure je peux aller sans m'arrêter, donc il faudra me dire. Donc sur le point suivant, ce sur quoi je voulais insister, c'est une fois qu'on a bien compris les grandes lignes de la grammaire générative et son évolution sur certains points, on peut comparer avec d'autres modèles. Et là, ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est de faire une comparaison avec une perspective un peu historique, c'est oui, ce qui existait précédemment, c'est-à-dire en fait le structuralisme, le fonctionnalisme, le distributionnalisme, et finalement on a souvent opposé la grammaire générative à ces courants qui l'ont précédé, et je vais essayer de montrer que finalement on peut tout de même les comparer et qu'on peut largement parler d'héritage post-saussurien. Je vais essayer même cette fois de l'illustrer concrètement à partir de phénomènes linguistiques pour montrer que sur certains points, ce que l'on fait en grammaire générative illustre très bien des postulats fondamentaux issus de l'approche saussurienne. Donc je rappelle ici très rapidement des concepts majeurs de cet héritage, disons, et de ces approches. Donc le signe linguistique, la distinction entre signifiant, signifié, le caractère arbitraire, la notion de représentation mentale, et un élément qui reste un élément majeur et essentiel de l'approche saussurienne, c'est le fait que tout signe est défini de façon différentielle, c'est-à-dire qu'on définit avant tout un signe par opposition à d'autres signes, et c'est ce qui permet de le caractériser. Donc ça, c'est un élément majeur, et on pourrait a priori penser que c'est un élément qui n'est pas du tout mis en avant en grammaire générative, par exemple. Autre élément majeur, la distinction entre une langue idéale par rapport à l'usage, c'est-à-dire par rapport à la parole, qui nous vient tout droit de l'approche saussurienne. Les dimensions, la distinction entre dimension syntagmatique et paradigmatique, qui va être un élément, ça je le montrerai, qui est en fait un élément majeur aussi en grammaire générative, qui n'est pas du tout remis en cause et qui est même utilisé
comme élément fondateur pour expliquer finalement la façon dont fonctionne une grammaire et fonctionne la syntaxe en particulier. Le recours à un processus qui est le processus d'analogie et son pendant plus formel qui est le recours à la quatrième proportionnelle. Donc le fait que, évidemment, pour pouvoir rendre compte de certaines régularités dans la langue, eh bien, la quatrième proportionnelle et l'analogie est un bon moyen de le faire. Autrement dit, on compare oratorem, orator, honorem. Il suffit de déduire la quatrième proportionnelle. On peut en conclure que honor serait un bon candidat. Et donc, ça, c'est un des éléments, des processus mis en avant par l'approche saussurienne et que l'on peut, selon moi, comparer avec ce qui est utilisé en grammaire générative. Enfin, le développement de concepts tels que le phonème, morphème et la notion de valeur associée à ces éléments. Donc ça, ce sont ce que j'appellerais des concepts fondamentaux déjà présents. Et finalement, il me semble qu'on peut voir énormément de convergence avec l'approche générative de ce point de vue. J'ai essayé ici de citer tous les exemples et je vais essayer de les illustrer cette fois de façon, on va dire, un peu plus concrète. Alors selon moi, ce sont deux perspectives qui sont cognitives, c'est-à-dire que on considère souvent l'approche générative comme étant une approche strictement formelle par opposition à des approches plus cognitives. De la même manière, il me semble qu'un point de convergence, c'est la notion de langue idéale et d'abstraction, donc ça, c'est pas nouveau non plus. Les outils d'analyse, c'est-à-dire que quand on se trouve face à une démarche, face à des données, et que l'on essaye finalement de rendre compte du système, de la grammaire associée à ces données, on a recours à des outils assez proches, c'est-à-dire le recours aux dimensions syntagmatiques et paradigmatiques, qui s'illustrent juste différemment en grammaire générative, mais ce n'est ni plus ni moins que les mêmes dimensions qui sont mises en avant. Un peu plus surprenant, je montrerai que l'approche différentielle et la notion de catégorisation est aussi présente en grammaire générative à travers certains travaux. Et enfin, on peut, selon moi, comparer cette notion d'analogie qui est développée dans l'approche saussurienne avec la notion de règle telle qu'elle est posée en grammaire générative. Alors, allons-y. En quoi ces deux approches sont-elles cognitives ? Bien, il est clair que la terminologie structuraliste est clairement associée à la cognition. On parle de représentation ou d'image mentale. On parle d'un processus d'analogie qui est avant tout un processus cognitif. Et la notion d'unité distinctive, donc la notion de perception, c'est que ce qui nous permet finalement de considérer un son comme un phonème, c'est avant tout son caractère distinctif. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas plus cognitif que cette notion de distinction en termes de perception. La terminologie générative est également ancrée dans les sciences cognitives avec la notion d'innéisme, la notion de grammaire interne, cette idée que, évidemment, au-delà de la grammaire individuelle de chacun, se fait apparaître une grammaire interne partagée qui nous permet justement d'avoir les intuitions que nous avons, qui nous permet d'accéder à des jugements de grammaticalité et donc à un certain stade de pouvoir prédire ce qui fait partie de la grammaire et ce qui ne fait pas partie de la grammaire, de notre grammaire. Et enfin, la distinction entre compétence et performance qui illustre là aussi le caractère proprement, l'ancrage dans les sciences cognitives. Et de ce point de vue-là, encore un point commun avec l'approche saussurienne, puisque ce qui nous intéresse avant tout dans l'approche générative, c'est un modèle de la compétence, donc, et non pas forcément de l'usage au sens toutes les contraintes de performance qui pourraient entrer en ligne de compte. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà commencé à dire, c'est-à-dire la notion de langue idéale, c'est clairement, il y a cette ambition commune de se détacher des irrégularités des langues, j'ai mis évidemment entre guillemets, pour faire émerger des régularités, donc un degré d'abstraction pour pouvoir dépasser ces irrégularités. Et l'illustration structuraliste, c'est comment nous passons des sons
au phonème, donc de la parole à la langue. L'illustration générative, pour bien montrer aussi comment est-ce que nous pouvons dépasser ces irrégularités, c'est par exemple tous les travaux sur la récursivité, c'est-à-dire le fait qu'il y a tout un modèle de la compétence qui permet d'expliquer qu'il y a des séquences récursives qui sont possibles, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc ça, ce sont des travaux qui sont associés aussi au traitement du langage et que l'on associe généralement à des contraintes de performance. C'est de dire que justement, il y a des cas de récursivité. Alors, je crois que malheureusement, je ne l'ai pas mis dans le document ici, mais ce que l'on appelle la récursivité centrale, en fait, eh bien, semble indiquer une limite de performance, bien qu'en termes de compétences, rien n'empêche de le produire. Alors ça peut paraître contradictoire, et j'y reviendrai, mais il y a des exemples qui montrent qu'on ne peut pas enchasser une construction relative objet à l'intérieur d'une construction relative objet. Donc on ne peut pas dire des choses comme le chat que le chien que l'homme aime poursuit mieux. Donc là, c'est des exemples assez connus pour montrer les limites de la récursivité, mais qui sont souvent donnés comme un moyen de distinguer compétence d'une part et contraintes de performance qui peuvent s'ajouter à cette compétence. Autre élément présent en grammaire générative, c'est cette notion de, oui, quelque part de locuteur idéal, donc de faire quelque part abstraction de certaines variations en se concentrant sur une forme idéale de la langue. Les outils d'analyse, comme je disais, il me semble qu'un point de convergence essentiel, c'est qu'en fait, nous, en grammaire générative, les outils d'analyse utilisés reposent essentiellement également sur les deux dimensions du langage, qui sont les dimensions syntagmatiques et paradigmatiques. Et la meilleure illustration, c'est que tout cours de syntaxe s'appuie généralement fortement sur la notion de test en constituant en grammaire générative. L'élément primordial pour finalement nous aider à comprendre le modèle et la structuration des phrases, en l'occurrence, c'est de dire que il y a des permutations possibles. Donc la permutation ici s'illustre à travers la différence entre tu préfères quelle théorie linguistique par rapport à quelle théorie linguistique est-ce que tu préfères. Donc c'est utilisé comme un test, mais l'existence même de ces données à travers les langues montre finalement le rôle que joue la permutation dans le système linguistique. Et de la même manière, on sait que une des opérations fondamentales qui permettent de comprendre l'organisation du système à une échelle plus large, c'est la commutation. Certains éléments, donc là en l'occurrence la suite quelles théories linguistiques sont commutables, peuvent être remplacées par un seul élément. C'est typiquement ce que fait la pronominalisation. L'existence même des pronoms, c'est de montrer une forme d'organisation du système où en fait, il y aurait, pour essayer de rendre ceci un peu plus concret, il y aurait une forme de réalité cognitive au constituant quelle théorie linguistique, puisqu'il existe des éléments tels que les pronoms qui permettent justement de renvoyer à cette suite. Quelle théorie linguistique? On remplace quelle théorie linguistique par laquelle? Et tu préfères laquelle? Tu préfères quoi? Donc c'est un lien qui est posé entre différents énoncés, soit sous forme de permutation, soit sous forme de commutation. Et en fait, il est clair que le système, la grammaire, s'organise justement suivant ces deux dimensions, syntagmatiques et paradigmatiques. Autre élément, peut-être un petit peu plus difficile à imaginer a priori, il me semble que dans l'approche générative, il y a aussi une considération sur l'approche différentielle. Alors, approche différentielle du lexique. Alors, évidemment, dans une approche saussurienne, comme je disais, un des éléments fondamentaux de la définition du signe, c'est le fait qu'il soit défini de façon différentielle, donc on va l'opposer à d'autres signes, et c'est ce qui permet finalement de le définir.
ça fait tout de même écho à certaines choses aussi, ou plutôt certaines choses qui ont été développées en grammaire générative font écho à cette approche différentielle. Et je fais référence ici notamment à ce qu'on appelle le principe de blocage morphologique, développé dans Aronoff, mais on trouve aussi des choses équivalentes dans ce qu'on appelle le composant conventionnel développé par Brousseau et Nikiema. L'idée, c'est de pouvoir expliquer, là encore, ce qui apparaît dans la langue et ce qui n'apparaît pas, et ce que l'on va opposer, quelles unités on va pouvoir opposer les unes aux autres, donc de façon différentielle. Que pose ce principe ? Le principe de blocage morphologique, il va poser qu'en fait, il n'y a rien dans le système n'empêche de créer un mot comme gloriosité à partir des règles de formation de mots que l'on connaît en français. Donc on peut construire glorieux, et à partir de glorieux, on peut ajouter la suffixation pour faire gloriosité, mais on sait que ce mot ne fait pas partie de la langue, et on a recours à ce qu'on appelle le blocage morphologique pour dire que gloriosité n'existe pas, parce qu'on a déjà une unité présente dans le système qui permet de l'exclure. Autrement dit, pour moi, on est déjà dans une approche différentielle du lexique, puisque, en fait, il n'y a aucune raison d'avoir gloriosité parce qu'on a gloire. Autrement dit, c'est justement parce qu'il n'y a pas d'opposition, ou autrement dit que ces deux unités joueraient le même rôle dans le système, donc gloriosité n'existe pas. Évidemment, on connaît les limites de ce principe de blocage morphologique, mais qui pose les mêmes questions si on a une approche différentielle du lexique un peu plus saussurienne, disons, puisque on sait que dans la langue, on peut trouver des occurrences d'éléments qu'a priori, on aurait pu penser être bloqués par ce fameux principe de blocage morphologique. Le fait est que lavage n'a pas bloqué lavement. Les deux unités coexistent. On peut se poser la question de pourquoi, mais en fait, quelque part, les deux façons peuvent l'expliquer. C'est-à-dire que dans un système où on a une approche différentielle du lexique, en fait, une approche saussurienne, en fait, on sait pourquoi ces deux unités existent. C'est parce que justement, elles s'opposent d'une certaine manière parce qu'elles n'ont pas le même rôle. On peut les opposer, elles n'ont pas le même sens. L'un aura un sens, pour rentrer plus dans les aspects concrets, lavage aura un sens plus générique et lavement va avoir plutôt tiré du discours d'un genre plus spécifique. Mais le fait est que les deux peuvent coexister. Mais dans le principe de blocage morphologique, rien n'empêche que les deux coexistent également, puisque comme la définition le précise très bien, c'est que on exclut certaines constructions s'il en existe une autre à signification équivalente. Or, lavage et lavement n'ont pas de signification équivalente. C'est-à-dire que l'on prenne par un bout ou par un autre, on peut expliquer a posteriori l'occurrence de ces deux unités. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il est clair que si les deux unités existent, c'est qu'elles ne doivent pas avoir exactement la même utilisation. Que ce soit dans une approche de type principe de blocage morphologique ou dans une approche structuraliste, saussurienne. Donc pour moi, il y a une inspiration déjà structuraliste ici. Je pense qu'on peut aller plus loin, puisque certains développements récents qui s'inscrivent clairement en grammaire générative, c'est développé dans le domaine plutôt de la morphologie cette fois, appelons-le un modèle aussi, ou une approche qui est appelée la morphologie distribuée, et qui cette fois conçoit finalement les oppositions morphologiques de manière très différente, en ne partant pas des formes de surface. Donc, c'est ce que j'ai mis ici, c'est que finalement les unités lexicales vont être définies littéralement par opposition les unes aux autres. Donc le système de morphologie distribuée va poser que justement on peut définir les formes suivant un certain nombre de critères, mais en fait ça va permettre notamment d'expliquer toutes les formes de syncrétisme. Donc en morphologie distribuée, l'objectif c'est d'expliquer pourquoi en fait on a seulement 3 formes pour le verbe être en anglais, et que finalement de dire que on a un ensemble de traits et que finalement il va y avoir des cas spécifiés, donc il y a des règles de correspondance qui vont dire que si je suis à
Donc là, en l'occurrence, première personne du singulier, je vais utiliser am. Si je suis la troisième personne du singulier, is. Mais en fait, on voit bien que dans tous les cas, en fait, ce sera la forme syncrétique qui sera utilisée, c'est la forme are. Donc, dans cette approche par morphologie distribuée, il y a avant tout des traits. Tout ce que nous avons, ce sont des traits. Et la forme que l'on choisit est une forme par opposition aux autres formes dans le même paradigme. Donc en fait, on est clairement dans une approche, pour moi, qui est une approche différentielle d'un point de vue morphologique, cette fois, pour expliquer finalement le paradigme que nous avons au bout du compte. Plutôt que d'avoir des formes qui seraient très redondantes et de dire qu'évidemment, on a deuxième personne du singulier are, mais on a aussi deuxième personne du pluriel are. En fait, on a une organisation du système en trois formes, et ces trois formes suivant les trois règles de correspondance. Donc on est dans une forme d'approche différentielle du lexique. Par ailleurs, le modèle de la morphologie distribuée est un modèle qui est utilisé de façon récurrente dans les travaux en grammaire générative. On peut l'étendre, et c'est ce qu'a fait notamment Rurik et Wingard, au cas des systèmes pronominaux. C'est que les systèmes pronominaux, évidemment, sont de très bons candidats pour être analysés sous forme de morphologie distribuée, c'est-à-dire qu'avant tout, ce qui permet d'opposer eh bien, une forme à une autre, ce sont justement, on part du paradigme, c'est-à-dire ce qui est observé, ce qui s'oppose les uns aux autres, plutôt que de partir des traits ici. Alors, j'ai essayé d'aller plus loin en montrant qu'on pouvait même avoir une approche différentielle en syntaxe, c'est tout à fait possible. Là, je vais aller assez vite pour laisser un peu de temps pour les questions. Mais de la même manière, il me semble qu'on peut avoir une approche différentielle en syntaxe et que ça a déjà été présenté dans des travaux qui sont des travaux en grammaire générative pour essayer d'expliquer des distinctions subtiles entre, par exemple, l'anglais et le français ici. On sait qu'en anglais, à une question comme « Who ate the cookie ?», on va pouvoir répondre « John ate the cookie » ou « John did », alors qu'en français, on va privilégier plutôt une structure clivée du type « c'est Jean qui l'a mangé ». Mais on ne dira pas à la question « qui a mangé le cookie ?», on ne dira pas naturellement, c'est pour ça que j'ai mis un dièse, on ne dira pas naturellement « Jean l'a mangé ». Donc il y a ici quelque chose qui s'opère et qu'on doit expliquer sur pourquoi est-ce que d'un point de vue syntaxique, il n'y a aucun problème à dire John ate the cookie en anglais, mais que par contre, il n'est pas naturel de dire Jean l'a mangé en français, la réponse à la question qui a mangé le cookie. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une compétition qui s'opère, donc on est encore dans une approche différentielle, mais cette fois, la compétition, elle s'opère entre deux stratégies possibles pour faire ce qu'on appelle la focalisation. C'est que la focalisation peut s'opérer par la prosodie, l'accent, l'intonation, ou elle peut s'opérer via une stratégie syntaxique permettant de focaliser sur un élément ou un autre. Alors dans d'autres langues, ce serait même un procédé morphologique, par exemple. En tout cas, l'idée, c'est de vous montrer que d'une grammaire à l'autre, cette compétition va pouvoir s'opérer de manière différente. De la même manière que les compétitions lexicales peuvent être différentes d'une langue à l'autre, eh bien, la compétition sur comment focaliser peut s'opérer différemment d'une langue à l'autre. Ça pose une question très générale, une question générale pour l'approche différentielle, c'est, par contre, c'est vrai que ça n'exclut pas la redondance, c'est-à-dire quand une stratégie ne va pas forcément exclure l'autre. Il est tout à fait possible en syntaxe qu'il y ait des cas de redondance qui sont évidemment moins le cas dans les cas de domaine lexical. Bref, c'était pour vous montrer ici que l'approche différentielle, on peut aussi l'étendre au domaine de la syntaxe et qu'en fait, c'est déjà fait dans certains travaux en grammaire générative. Pour avoir une idée de combien de temps j'ai encore, est-ce que je peux encore avoir 15-20 minutes ou est-ce que c'est trop? Tu peux essayer. Ouais. Pour le moment, personne ne t'a arrêté, donc Ok. Tout le monde suit, je pense. Ok. Faut pas hésiter à me dire s'il faut s'arrêter quelque part. Bon, j'aurai pas le temps d'aborder tous les autres points, mais le point suivant va aller assez vite parce qu'il me semble que là encore, certes,
on n'utilise pas forcément le même formalisme, mais renvoyer à la notion d'analogie et de quatrième proportionnel pour expliquer certains cas de régularité dans la langue, en fait, puisque c'est ce qui est fait ici. À partir de décoré et décorable, on en déduit qu'à partir de manger, on va pouvoir construire mangeable. Et en fait, on peut le faire par le processus d'analogie, mais on peut aussi le faire à travers une règle générative très simple qui pose qu'à partir d'une racine verbale, on puisse ajouter le suffixe able pour construire un adjectif, plus évidemment des contraintes de sous-catégorisation sur le type de verbe qui peut finalement autoriser cette dérivation, cette construction. Mais le fait est qu'en fait, là, on peut rendre compte de mêmes faits à partir soit d'une approche sous forme d'analogie et de quatrième proportionnel, ou une approche plus formelle sous forme de règles. Comme je disais, l'objectif commun, ça reste de rendre compte des régularités. Alors, de façon intéressante d'ailleurs, c'est Georges Dahl qui observe que il y a quand même une histoire sur l'utilisation de l'analogie ou l'utilisation de la règle, et qu'il s'avère qu'on utilise souvent la notion d'analogie aujourd'hui pour rendre compte de cas justement qui ne seraient pas des régularités a priori, mais plutôt des cas qui sont qui semblent problématiques pour la langue, et qu'en fait on a le recours à l'analogie pour l'expliquer. Alors je pense qu'on pourrait donner plein d'exemples, mais en fait même si on compare le français standard avec des variations, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est pallier quelque chose, mais qu'en fait on peut pallier à quelque chose, mais en fait l'idée c'est d'avoir recours à l'analogie ici pour expliquer l'occurrence ou l'émergence de pallier à comparé à d'autres formes qui auraient la forme avec la préposition. Donc en fait, et c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, le processus d'analogie, il a cours ici, et on l'utilise souvent pour des cas qui sont à la marge, alors qu'en fait, ça peut être un processus qui rend compte en fait de tout ce qui est régulier dans la langue. Il reste un problème commun, c'est de savoir où s'arrêtent les régularités, et ça, en fait, que ce soit sous l'approche générative ou l'approche saussurienne, ça reste toujours en fait une question qui se pose. Sur le temps qui reste, je voulais au moins parler de certains points de rupture, et peut-être que j'aurai le temps d'aborder ce que j'ai appelé le structuralisme génératif ensuite. Certains points de rupture, et encore qui sont discutables, c'est qu'il est clair que les objets d'étude ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que évidemment on a souvent opposé la grammaire générative avec l'approche saussurienne, puisque on n'était pas sur les mêmes objets d'étude, ça c'est vrai, que justement on fait pas le même recours, on priorise pas de la même manière sciences cognitives d'une part et sciences formelles d'autre part. Un élément qui me semble important, c'est comment s'intègre ce qu'on appelle la linéarité dans les deux approches. Et enfin la notion de discret par rapport à continu, cette notion de catégorisation qui n'est pas forcément traitée de la même manière dans les deux approches tout de même. Alors, rapidement sur les objets d'étude, évidemment, l'approche saussurienne, l'approche structuraliste s'est concentrée sur des questions d'ordre lexical ou phonologique, mais en tout cas pas sur la syntaxe, et que la grammaire générative s'inscrit avant tout sur la priorisation ou le rôle central accordé à la syntaxe. Je reprends ici une citation de Neumeyer qui dit qu'on peut raisonnablement dire que, en ce qui concerne la syntaxe, Saussure ne fut pas ou bien peu précurseur de la théorisation générative. De ce point de vue, oui. Pas sur la syntaxe à proprement parler, même si, d'ailleurs ça vient de Neumeyer, qui avait quand même trouvé quelques références qui sont de l'ordre de la syntaxe. Donc quand Saussure dit « il faut attribuer à la langue, non à la parole, tous les types de syntagmes construits sur des formes régulières », donc il reprend directement ici les travaux de Saussure. Mais c'est vrai que un des aspects importants de la grammaire générative, ça a été de mettre la syntaxe au cœur, disons, du système grammatical. Autre élément qui permet a priori de distinguer, je dis bien a priori, le structuralisme à la grammaire générative, c'est que le structuralisme semble donner une priorité aux sciences cognitives, c'est-à-dire de la substance perceptive au concept, la notion de caractère distinctif. Tous ces éléments, en fait, suggèrent une
un ancrage avant tout dans les sciences cognitives, et ça se retrouve aussi à travers le processus d'analogie qui est mis en avant. Euh, Par contre, assez peu de références à des sciences formelles, et donc aux grammaires formelles notamment, alors que la grammaire générative, et ça c'est lié, je pense que c'est lié aussi au financement de la grammaire générative dans ses origines, à savoir que ce qui était mis en avant, ce sont les grammaires formelles et le rôle pour aller vers le traitement automatique du langage. Euh, En revanche, évidemment, on ne peut pas dire que la grammaire générative ne soit pas associée aux sciences cognitives, c'est juste d'un point de vue historique, je pense qu'on peut voir certains tournants tardifs, certes, où justement ce qui est mis en avant, ce sont plutôt des aspects liés aux sciences cognitives sur des questions de contraintes de traitement, des contraintes de linéarité qui n'étaient pas présentes avant. Oui. Excuse-moi, juste une petite aparté. Je trouve que si tu compares la grammaire générative aux grammaires catégorielles, la grammaire générative est très peu formelle. Tu en penses quoi, toi, tu... C'est-à-dire qu'en Du fait, coup, ça me c'est choque, moi, qu'on dise toujours Chomsky, grammaire formelle, parce que moi, je vois très peu de formalisation dans ce type de grammaire, en fait, par rapport aux grammaires catégorielles, hein. je suis tout à fait d'accord. Ça, je pense que ce n'est pas. Je pense que c'est un premier niveau de formalisation, et c'est pour ça que j'ai parlé de pourquoi modéliser, parce qu'il me semble que en grammaire générative et dans les usages qui en sont faits, en fait, la formalisation n'atteint qu'un premier degré permettant de bien visualiser, selon moi. C'est plus un outil de visualisation que, et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il y a peu d'informaticiens qui travaillent dans ce modèle, puisque oui, il est assez peu formalisé. Alors après, quand on prend euh, quand on lit directement Noam Chomsky, il y a un souci de formalisation, mais en fait, qui est très peu repris, en fait, ensuite. C'est-à-dire que autant certains concepts fondamentaux sont gardés, autant la formalisation précise de tel ou tel aspect n'est pas forcément conservée, voire pas du tout dans les faits. C'est-à-dire que il, même dans le souci de formalisation, il y a eu une évolution dans la définition même de la structure. Euh, Par exemple, le fait d'abandonner la théorie X-bar, en fait, on peut pas dire que la théorie X-bar soit abandonnée aujourd'hui pour une forme plus bare phrase structure au bout du compte. Euh, Cet aspect formel n'est pas du tout mis en avant. Tout ce qu'on veut, c'est un moyen de visualiser les choses et on ne rentre pas dans le souci du détail formel. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et alors, du coup, est-ce que tu dirais que la formalisation, elle est du côté du modèle et que finalement la théorie est peu formalisée? Est-ce que tu ferais une répartition comme ça? En fait, je pense que le souci de formalisation, c'est cette idée que on veut pouvoir aussi donner une procédure d'analyse. Donc il faut quand même que ce soit suffisamment formalisé pour qu'on puisse prédire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Par contre, ça ne veut pas dire forcément rentrer dans le détail de certaines formalisations, c'est-à-dire d'implémentation. Pour moi, on est déjà dans une phase supplémentaire de formalisation qui permet, oui, d'implémenter le système. On sait que le système génératif n'est pas le système qui peut s'implémenter le plus facilement. Donc, en ce sens, c'est vraiment plus un premier niveau qui, par contre, euh, permet oui, de tester, même si c'est pas testé par une machine, mais de pouvoir au moins s'imaginer ce que prédit un système et ce qu'il prédit comme étant possible ou non. Non, je dis ça parce que tu as mis la propriété de prédiction, tu l'as mis du côté du modèle dans tes premières slides. Et tu l'as En fait, jamais indiqué pour la théorie. Mais et je veux plutôt pas de le couper mettre. En la fait, conversation. c'est qu'en fait, il existe pour moi des approches théoriques, des théories pour lesquelles il est difficile de faire des prédictions. C'est-à-dire que pour moi, on peut avoir une approche théorique avec certains concepts majeurs et essentiels, mais qui ne permettent pas, en tout cas, de se faire une idée claire à partir d'un corpus, si finalement, si on va pouvoir en rendre compte, et notamment aussi pouvoir rendre compte de tout ce qui ne fait pas partie du corpus, en fait. Donc c'est quand même un moyen de systématisation, et je pense qu'il y a des théories parfois euh,
qui n'y répondent pas clairement, ou en tout cas on ne peut pas le visualiser simplement. Merci. Pour revenir donc cette distinction structuraliste grammaire générative, je pense qu'il y a quand même une illustration de la différence entre les deux approches, puisque ce n'est pas anodin non plus que l'approche structuraliste fasse référence au processus d'analogie par rapport justement à la grammaire générative qui utilise une règle pour le coup formelle. Mais j'ai essayé de montrer quand même que cette différence était presque, d'un point de vue empirique, ça ne change pas forcément les données dont on peut rendre compte et dont on ne peut pas rendre compte. C'est un peu ce qu'on veut prioriser ou mettre en avant. Un mot de la linéarité qui me semblait être un élément justement là où il peut y avoir un point de rupture, mais je pense que ce point de rupture est en train d'évoluer aussi, puisque l'approche structuraliste, il y a un principe de linéarité qui pose que comme là je reprends une citation de Constantin, le signe linguistique possède une étendue et cette étendue se déroule dans une seule dimension. Et pour citer Saussure cette fois, c'est le caractère linéaire de la langue, c'est-à-dire l'impossibilité de prononcer à la fois deux éléments de la langue. Donc le concept est assez simple, c'est que la langue est linéaire, il y a un principe qui s'impose sur cette temporalité ou le fait qu'on doit nécessairement linéariser finalement notre contenu. La grammaire générative reconnaît le caractère linéaire de la langue, mais clairement aussi le dissocie complètement de la structure. C'est-à-dire que de manière générale, les contraintes de linéarité sont dissociées de la structure et aujourd'hui, il y a une grande majorité de générativistes qui vont poser cette distinction. Autrement dit, la structure est une chose, elle nous donne une hiérarchie, l'ordre des mots en est autre chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de, appelons-les des sous-modèles de grammaire générative où il y a une structure et cette structure ne donne pas forcément l'ordre des mots et on va avoir par contre des contraintes de linéarisation, une façon de déduire l'ordre des mots à partir de la structure ou de contraintes qui s'ajoutent à la contrainte proprement structurale ou hiérarchique. Donc ça, c'est historiquement la grammaire générative a tendance à dissocier les deux. Et d'ailleurs, dans les travaux, en tout cas moi, les travaux, que ce soit de ma thèse jusqu'à même assez longtemps, on m'a toujours bien fait comprendre la différence entre les deux et qu'il était nécessaire de dissocier les deux. Il y a assez peu de travaux qui essayent d'intégrer les deux, bien que la définition même de la syntaxe, c'est quand même de rendre compte de la structure, mais aussi de l'ordre des mots, ce serait bien. Et c'est pour ça aussi que parfois on a des travaux en grammaire générative où on voit une représentation syntaxique qui ne représente en rien la suite de surface, appelons-la comme ça, mais en tout cas la suite de mots telle qu'elle est prononcée ultimement. Donc il y a vraiment une distance qui est faite entre structure et linéarité, qui me semble parfois être tout à fait problématique d'ailleurs, mais pour reprendre ce que Chomsky disait, narrow syntax does not have the property of linearization. The only significant property of a tree representation is its hierarchical structure, not its linear properties. Donc c'est assez clairement mis comme ça. L'ordre des mots n'est pas un élément qui est posé dans la syntaxe au cœur du système computationnel. Oui. Oui, de ce point de vue, le respect du principe d'adjacence dans les grammaires catégorielles les rapproche en fait du système saussurien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'en parle un tout petit peu justement dans l'ouvrage qui sortira l'année prochaine. C'est en fait le fait que justement les approches catégorielles avaient quand même intégré la linéarité comme un élément tout à fait fondamental du système et du modèle, alors que là, ce n'est pas du tout présent dans les relations de dépendance qui vont pouvoir s'opérer ou ne pas pouvoir s'opérer. C'est ce qui a permis notamment là, ce que je dis sur cette distinction entre structure et ordre des mots, c'est ce qui a permis l'essor de la multidominance dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que on trouve un certain nombre de travaux qui font
référence à la multidominance. Je rappelle ce que c'est de dire que justement un élément puisse apparaître dans deux positions simultanément dans la structure. Alors on le trouve ici de façon très théorique. Tout à l'heure j'avais donné l'exemple de quel dessin animé est-ce qu'Hippolyte préfère, et en fait quel dessin animé occupe les deux positions syntaxiques en même temps. Évidemment, là on voit bien qu'il n'y a plus de lien entre structure et ordre des mots, puisqu'on a un élément qui apparaît dans les deux positions et on n'a aucune idée de savoir comment ceci va pouvoir être prononcé ultimement. Et on a alors besoin de ce qu'on appelle des algorithmes de linéarisation pour déduire l'ordre. C'est-à-dire que ça, il y a un algorithme qui est très connu, c'est ce qu'on appelle l'axiome de correspondance linéaire, qui va dire que non, un arbre, une représentation syntaxique, c'est comme l'image qui est toujours donnée, c'est comme un mobile pour enfants au-dessus d'un lit de bébé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les éléments qui peuvent pivoter dans tous les sens et qui nous donnent tout un ensemble d'ordres possibles. Et qu'ensuite, c'est les axiomes de linéarisation qui vont nous définir dans quel ordre apparaissent ces éléments. Mais la structure, a priori, c'est juste la hiérarchie et ça n'est pas l'ordre des mots. On dissocie les deux. Donc ça, c'est vrai que c'est un point de rupture dans le sens où la linéarité n'est pas intégrée dans la plupart des travaux de grammaire en grammaire générative. J'ai quand même voulu moduler ceci parce que bon, là, c'est mon intérêt personnel, mais je dirais pas que c'est la majorité de la grammaire générative, c'est très très minoritaire, mais il n'y a tout de même pas que Noam Chomsky à être générativiste. Et en fait, il y a tout de même tout un ensemble de travaux qui sont dans ce qu'on peut appeler le modèle génératif, qui se reconnaissent dans de nombreux concepts que j'ai introduits en début de présentation, mais qui vont intégrer la linéarité au système. Donc, un des linguistes très connus, c'est Colin Phillips, qui a proposé un modèle de la grammaire qui intègre le parsing, donc des contraintes de traitement. Et j'en cite un autre, c'est les travaux de Kahn, Kempson et Martin, notamment sur le développement de ce qu'on appelle la syntaxe dynamique. Oui, Béatrice? Non, excuse-moi, je disais au revoir à Sarah. Parce que je la vois. Là, je ne peux pas voir la différence entre une question. C'était un au revoir. D'accord. Pardon. Donc, ce que je disais, c'est que là, on a quelques exemples de linguistes, et j'en fais partie, qui tâchent ou essaient d'intégrer la linéarité finalement à la grammaire, en posant que le système ou le système computationnel dont on parlait tout à l'heure peut aussi très bien intégrer les contraintes linéaires sans que les deux soient dissociés. Alors évidemment, c'est un peu... Là, pour le coup, c'est un peu révolutionnaire et un peu minoritaire dans le cadre de la grammaire générative, mais c'est pour vous montrer que ça ne nous empêche pas de travailler sur les mêmes objets et d'avoir une conception assez proche, finalement, de la syntaxe, mais avec une différence majeure, c'est que ce que vous voyez ici, par exemple, c'est juste pour illustrer une représentation qui inclut de la syntaxe, mais aussi un peu de sémantique d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que le modèle de la grammaire est un modèle, alors c'est à la fois un modèle de compréhension et un modèle de production, mais qui va être un modèle incrémental. Donc là, pour le coup, ça fait un lien aussi avec le traitement automatique du langage, mais à des questions de traitement, ce que l'on appelle le traitement syntaxique ou le traitement sémantique, là en l'occurrence le traitement syntaxique. L'idée, c'est qu'on a des contraintes, et que ce sont des contraintes grammaticales qui nous permettent de savoir comment est-ce qu'on peut passer d'une première étape de la construction d'une représentation à l'étape suivante. Donc là, ce que je vous ai montré très rapidement, c'est qu'à partir d'une phrase comme Hippolyte aime Gustave, on peut avoir une représentation hiérarchique et une représentation finale qui pose qu'il y a un sujet, il y a un verbe, un objet avec une structure hiérarchique posée, mais que ce qui est tout à fait important et aussi important que la représentation finale obtenue, ce sont toutes les étapes de traitement qui nous ont permis d'y accéder. Alors autrement dit, ça veut dire qu'on intègre les contraintes, certaines contraintes de traitement au système grammatical à proprement parler. Il n'y a pas un système statique de représentation qui nous permet de dire ce qui est correct ou non, mais c'est plutôt l'ensemble des étapes qui nous permettent de voir si un énoncé sera grammatical ou non.
Donc c'est toujours un modèle de, de la grammaticalité pour essayer de prédire ce qui est possible ou non dans une langue. Mais ça change toute la perspective parce que ça veut dire que ça permet de concevoir tout ce qui n'entre pas dans ce modèle ou toutes les contraintes de traitement potentiellement dans le système de la syntaxe et de la grammaire générative, parce que ça reste une grammaire générative. Donc c'était juste pour vous montrer que on peut très bien intégrer la linéarité dans un modèle génératif également, mais que ce n'est pas évidemment ce qui se fait le plus couramment, et surtout que dans ce cas-là, évidemment, on remet en question certains concepts assez fondamentaux ou initiaux de la grammaire générative. C'est justement cette dissociation entre linéarité et structure. Donc cette fois, la linéarité se trouve être intégrée directement à la structure syntaxique. Et il est clair que la frontière entre compétence et performance se trouve, on va dire pour le moins, fragilisée, ou en tout cas qu'il y a certains aspects de la performance qui s'intègrent complètement dans les contraintes de compétence. Donc, et c'est ce que j'ai mis ici, c'est une autre conception, c'est de se dire que les contraintes de performance nourrissent quelque part la compétence linguistique et syntaxique. Donc que les deux vont de pair et qu'on ne peut pas les dissocier complètement. Un dernier élément qui est important, c'est qu'on obtient des arbres qui sont beaucoup plus sémantiques que syntaxiques, puisque l'ordre obtenu importe peu. Ce qui importe, c'est l'ensemble des étapes. Donc par exemple, si je reviens juste en arrière, en fait, ce qui me permet de déduire l'ordre de Hippolyte M. Gustave, c'est tout simplement dans quel ordre j'ai pu traiter les informations. C'est que là, si vous regardez cette représentation et les flèches, j'ai d'abord traité l'information associée à Hippolyte et je l'ai intégrée dans la position de sujet. Quelque chose m'a permis d'intégrer ensuite le verbe aimer comme étant ce qui est le prédicat dont j'ai besoin, et ensuite l'objet du verbe qui s'intègre. Et donc en fait, l'ordre des mots, ce n'est pas la structure qui me le donne, mais l'ensemble des étapes qui m'ont permis d'enrichir la représentation. Donc ça change un peu la perspective et on obtient des arbres qui sont bien plus sémantiques que syntaxiques. Comme je le disais tout à l'heure, là encore, j'ai posé comme principe de base que la linéarité est intégrée dans les travaux structuralistes, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. C'est ce que j'ai mis ici. C'est que je vous disais tout à l'heure que la multidominance n'a rien de révolutionnaire. C'est qu'en fait, quand on relit les travaux de Ténière sur les grammaires de dépendance, en fait, on retrouve exactement ce que l'on retrouve sous la forme de la multidominance aujourd'hui. Et on le retrouve parce que justement, il y avait une distinction entre deux représentations. Une représentation, ou plutôt, oui, une représentation qui correspond tout simplement à l'ordre linéaire et temporaire avec les dépendances. C'est ce que vous avez ici. Donc pour Hippolyte et Gustave adorent les tout petits chiens, il y avait une représentation linéaire proposée par Lucien Ténière et un stéma structural. Le stéma structural est un élément qui permet justement d'obtenir des structures multidominées. On voit que justement, par exemple, Gustave est à la fois dominé par et, mais aussi par adore. On a des structures qui sont complètement, ce sont des graphes multidominés qui permettent de rendre compte de dépendances multiples, c'est-à-dire d'un élément qui puisse être dépendant de deux positions syntaxiques ou deux autres éléments d'un point de vue de l'énoncé. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est déjà 16h03. Oui, c'est pour ça que je levais la Donc main. voilà, Peut-être il reste un je sais tout pas, petit peu de questions avant un peu de que temps pour les Nicolas aille questions. chercher son enfant à l'école. Je suis désolé, j'ai jusqu'à 16h20, mais pas beaucoup plus, je suis désolé. Et n'hésitez pas à prendre la parole là, parce que. Alors, Anne-Sophie, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis à Montréal, donc pour moi, il n'est que 10 heures, pas d'enfants à aller chercher à l'école. Donc, merci pour cette présentation vraiment très intéressante. Je suis une étudiante il y a longtemps, de Denis Bouchard, avec qui j'ai fait ma thèse et je l'ai vu dans votre bibliographie. Donc, c'est pour ça que je suis venue assister à votre présentation parce que j'étais un peu curieuse de vous entendre au sujet des travaux de Denis Bouchard. Entre autres, parce que parmi les points de rupture, je pense que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le nommer, mais un des problèmes de la grammaire générative, enfin que Denis Bouchard voit comme un problème, c'est le fait que on a des traces ou des copies, c'est-à-dire
des formes qui auraient donc un signifié sans avoir de signifiant. Donc ça, c'est un très gros problème pour Denis Bouchard parce qu'il trouve que cela contrevient en fait au principe de base du signe linguistique, qui ne devrait exister que des signes linguistiques qui ont les deux faces. C'est sûr, il dit qu'on ne peut pas, comme une feuille recto-verso, on ne peut pas séparer les deux éléments. Donc ça, c'était le premier élément auquel j'aimerais que vous répondiez. Puis peut-être, si vous me permettez de vous poser une question sur un deuxième élément, ça serait la question de la linéarité, justement, pour Denis Bouchard, encore une fois. Denis Bouchard parle, parce qu'il a travaillé sur les langues des signes, donc il a remarqué qu'en fait, ce n'était pas du tout impossible de produire deux signes en même temps, et même dans les langues orales, par exemple, l'intonation, donc on pourrait appeler ça un prosodème, ou peu importe comment on nomme, mais on est capable, en faisant une phrase interrogative, en prenant « tu viens », de simplement dire « tu viens », et sans changer quoi que ce soit à la linéarité, faire une phrase interrogative, donc en ayant superposer un signe linguistique sur un autre signe linguistique. Donc, j'aurais aimé vous entendre un peu sur ces deux éléments, s'il vous plaît. Merci. Donc oui, j'ai dû écourter, et c'est dommage, ma présentation, mais je le remets juste très rapidement le diaporama, parce que justement, la notion de structuralisme génératif, c'était justement pour faire référence à tous les travaux, donc si... voilà, et tous les travaux de Denis Bouchard sur la notion de signe combinatoire, et en fait de comparer une perspective générativiste avec la perspective de Denis sur certains points. Et un des points, c'est justement de comparer une approche où on aurait la théorie des traces pour simuler en fait ou formaliser un mouvement syntaxique par rapport à ce que lui propose, c'est-à-dire un signe combinatoire qui permet que la permutation signifie elle-même finalement l'interrogation. Et donc en fait, là je pense que pour moi c'est un choix de formalisation, et je suis tout à fait favorable au fait d'avoir la théorie la plus explicative possible, et que donc de se limiter à la notion de permutation comme étant pertinente plutôt que d'avoir recours à des catégories vides. Après, il y a certaines données qui sont issues des travaux en psycholinguistique qui suggèrent que on doit faire ce lien formel entre un élément dans une position où il est prononcé, et appelons-le sa position, mais en tout cas, on doit faire le lien avec ce avec quoi il est dépendant. Et là, ça devient, en fait, selon la théorie de Denis Bouchard, ça devient un peu plus compliqué de faire ce lien. Donc là, ce que j'avais essayé de montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer, voilà, c'est-à-dire que l'approche du mouvement selon la grammaire générative, ça va être un simple déplacement. Par contre, pour lui, ça va être un signe combinatoire, et donc que le mouvement est tout à fait illusoire finalement. Il y a juste, on va dire, c'est pas forcément un souci, mais il y a des travaux en psycholinguistique qui suggèrent qu'en fait, d'un point de vue psycholinguistique, quand on déplace un élément, eh bien, il s'avère qu'on le réactive sémantiquement dans une position plus basse dans la proposition. Donc là, on a des contraintes, des vraies contraintes de traitement, qui fait que, je sais pas moi, si je dis which boy ou which cop, donc quel policier, mais en fait, je vais pouvoir réactiver tout le champ sémantique de cop plus bas dans la structure. Et donc, la question, c'est ce dont on veut rendre compte. Si on veut inclure ces données psycholinguistiques de traitement dans le système, ça semble intéressant d'avoir cette catégorie vide, ou d'avoir en tout cas un moyen de formaliser vraiment la dépendance en elle-même, au-delà de la simple permutation. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et que cet élément, finalement, a un rôle dans le traitement linguistique. Mais en tout cas, sinon, sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on peut faire l'économie d'une catégorie vide, en fait, on devrait pouvoir le faire, il faudrait le faire. Souvent, ces catégories vides ont une raison d'être, et les enlever pose d'autres questions. C'est-à-dire, c'est pareil, il y a plein d'autres systèmes que j'estime être en fait dans le courant même générativiste, mais qui s'en distinguent parce qui vont faire l'économie des catégories vides et vont dire que si Luc a forcé quelqu'un à faire quelque chose, le quelqu'un est à la fois l'objet de forcer, mais c'est aussi le sujet de faire quelque chose. C'est le même objet. On n'a pas besoin d'avoir une catégorie vide pour simuler les deux.
mais ça pose des questions de quand est-ce qu'on peut avoir un seul objet qui occupe deux positions en même temps et quand est-ce qu'on ne peut pas. Et qu'en fait, ça, il faut aussi le formaliser. Donc, ça pose souvent d'autres questions. Donc, souvent, moi, je trouve que les formalisations en grammaire générative, justement, ne sont pas optimales et complètement satisfaisantes. Mais tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est un bon moyen de décrire les faits. Et donc, tant mieux, les travaux de Denis Bouchard montrent qu'on peut faire mieux sur plein de trucs. Et c'est dommage que j'ai pas eu le temps de l'illustrer parce que personnellement, ma conclusion, c'est que c'est tout à fait, j'ai même une conclusion. Et ma conclusion finale, c'est de dire que Denis Bouchard a raison. Voilà. C'est en tout cas un débat sur ce que doit être un modèle explicatif du langage. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et notez qu'il intègre d'ailleurs la notion d'incrémental. C'est-à-dire que les choses doivent se faire de façon incrémentale pour qu'on puisse à la fois faire des choix suivant des contraintes syntaxiques, sémantiques, phonologiques, et que tout ceci doit se faire à l'intérieur du même système computationnel en fait. Et l'autre question sur le LSF, ça, c'est justement les prédictions que font le système, c'est que justement LSF pourrait être une exception parce que clairement, on devrait pouvoir, de l'aspect multimodal, dire deux choses en même temps et de voir ce qui se passe. Donc il y a il y a des choses qui m'intéressent pour voir si ça change la façon de modéliser certains phénomènes linguistiques en particulier où la linéarité normalement est tout à fait prépondérante et on doit respecter, même si on a deux contenus parallèles qu'on aimerait dire en même temps mais on est obligé de linéariser, mais peut-être que là on devrait pouvoir dire les deux choses en même temps. On a une question d'Amina. Tu nous entends? Parce que sinon, on va arrêter. Amina? Peut-être tu n'arrives pas à mettre ton micro? Je sais pas. Je sais pas si ça fonctionne parce que c'est désactivé et réactivé, mais on n'entend pas. Si, on t'entend là. Mais là, on t'entend plus là. Écoutez, moi, il est 4h15, donc je pense qu'on va s'arrêter. Je suis désolée de... Oui, non, mais ce que je vous propose, c'est d'écrire directement à Nicolas pour lui poser vos questions. C'est moi qui suis désolé, j'aurais dû prévoir plus de temps après. Non, mais... Ah bah Florence, Ah non, Florence, tu applaudis. Pardon, je croyais que tu... Mais écoute, Nicolas, on te remercie beaucoup. Merci à vous, en tout cas. C'était vraiment très intéressant. Il y a juste, Sapir, c'est pas Jacques, c'est Édouard. J'ai mis Jacques. Les premières slides. Parce que là, c'est... Non, je sais, hein, mais je sais pas, ça doit être un beau copier-coller que j'ai dû faire d'autres choses. Oui. Non, mais je sais que tu sais, mais c'est juste que si... Donc merci pour Donc avant de vous envoyer, parce que c'est pareil, ce document, je peux vous l'envoyer, mais je ferai la petite correction au moins de ça. Il y a peut-être d'autres choses aussi à modifier, mais je pourrais vous faire suivre le document si... On te remercie beaucoup, c'était vraiment très clair et très riche.